Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, c'est un très, très bon jour puisque comme vous le savez, Senseiya, la bande dessinée Time Odyssey est sortie il y a quelques semaines chez nous dans les bacs. Un très, très belle œuvre, un très, très beau succès, voilà, signé donc Jérôme Alquet et Arnaud Dolен. Et justement, Jérôme est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Salut, ça va bien, je te remercie. Ben écoute, merci d'être présent, hein, avec moi, avec nous pour cette petite interview justement, pour la sortie, je dirais de ta bande dessinée, mais également pour te connaître un petit peu mieux puisque bon, on te présente plus, même si on va te présenter quand même, mais voilà, tu as des fans depuis, de nombreuses années, mais voilà, tu as également des nouveaux fans qui ont envie, un petit peu de te connaître. Donc justement, on a prévu cette petite interview pour essayer d'aller un petit peu plus loin et te faire connaître, on va dire, à ce public qui ne te connaît pas ou qui va peut-être te redécouvrir à travers, donc cette interview. Donc merci à toi d'être présent. Avec plaisir. Super. Alors déjà, ben, on va essayer de passer un petit peu on va dire l'épreuve bateau. Donc, tu es né en 1975, tu es illustrateur dans le domaine de la japanimation en France. Tu fais des couvertures de DVD, de séries des animés des années 80. Tu es auteur de BD franco-belges, comme par exemple Surnaturel aux éditions Delcourt. Tu es professeur de dessin et de BD en atelier, avec des enfants, des adolescents et autres. Ton inspiration provient des dessins animés japonais, hein, qu'on connaît tous, c'est les grands classiques avec lesquels on a grandi donc en France. Et ton style graphique est forcément très influencé par je dirais, cet aspect-là des dessins animés. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire à l'introduction. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs? Ah oui, carrément, j'ai rien à rajouter, c'est très bien. Voilà, très bien, comme ça évite un petit peu les questions bateau. Alors justement, on va commencer tout de suite, les questions. Donc première question, quel est le dessin animé ou tout simplement l'animé, qui a été vraiment l'élément déclencheur de ta passion pour le dessin et pour l'illustration? Alors écoute, comme tu l'as dit, je suis de 75 moi, donc j'ai vu l'arrivée des premiers dessins animés. Je suis pas certain que je me rappelle vraiment les dessins animés enfin celui que j'ai regardé en tout premier. Mais ma maman qui récupérait tout ce que je balançais comme dessin que je faisais quand j'étais petit, m'a fait une grosse pochette Mmh. et dedans j'aime bien m'y plonger de temps en temps pour voir, ce que je faisais quand j'étais très petit. Et le plus vieux dessin que j'ai, c'est un Goldorak et j'avais 3 ans et demi manifestement, donc je devais regarder Goldorak quasiment quand il est arrivé à la télévision, donc fin 78, début 79, c'est à peu près à ce moment-là que j'avais 3 ans et demi. Donc ouais, c'était les toutes premières diffusions de Goldorak. Après, de mes souvenirs réels, parce que moi honnêtement, je me souviens pas quand j'avais 3 ans et demi. Je me souviens même pas avoir fait ce dessin-là. Mais les vrais premiers gros souvenirs de dessins animés, c'est 81 avec, bon bien sûr Goldorak qui repassait en boucle, ça c'était clair que j'adorais ça et puis mon frère achetait justement les BD, tu sais, qui sortaient, Oui, 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 chez oui, oui. Télévide, quand on était enfant, Qu'on donc a tous connu, ouais, avec les vignettes, les albums voilà, Panini et tout là, exactement, voilà, donc j'avais ça à la maison comme support visuel quand, il y avait le dessin animé qui passait pas à la télé et puis, 81, c'est l'année d'arrivée de Capitaine Flamme et surtout d'Ulysse 31 et c'est cet Ulysse 31 qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, quoi. Voilà, j'ai un peu raté Albator qui est passé début des années 80, enfin début de l'année 80 pour être plus exact, je l'ai un peu raté. Après, j'étais passé un tout petit peu à autre chose en 84 quand est arrivé le Albator au vaisseau vert. Donc, ce qui fait que les 2 séries d'Albator, je les ai un peu ratées, soit trop jeune, soit passé à autre chose et je l'ai redécouvert au milieu des années 90. d'accord, Mais pour répondre à ta question, puisque j'ai fait encore 25 parenthèses, c'est pas grave. le 1er, c'est en effet, Goldorak, Capitaine Flamme et Ulysse 31. D'accord, super. Eh beh, écoute, Albator, on va en parler, un petit peu plus tard. Alors, puisqu'on est toujours sur ce thème-là, quels sont les professionnels ou les artistes qui ont été tes références ou tes maîtres spirituels justement dans ton travail? Mais justement, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Goldorak, j'aimais beaucoup Ulysse 31. Bizarrement, j'aimais bien regarder Lady Oscar aussi.
Je savais pas pourquoi. Ensuite, sont arrivés les Chevaliers du Zodiaque et j'ai adoré aussi. Je me suis dit quand même, il doit bien y avoir un dénominateur commun. Et puis, bah oui, ce dénominateur commun, même si j'en étais absolument pas conscient dans les années 80, j'ai dû attendre les années 90 pour le percuter. Mais évidemment, c'était le caractère designer qu'il y avait derrière, à savoir, bien sûr, Shingo Araki, assisté de Michi Himeno. Et donc, je pense que, bah, voilà, d'une manière ou d'une autre, comme j'ai vraiment appris à dessiner avec ces dessins animés-là, moi, j'ai pas pris de cours, hein, je suis vraiment autodidacte, je j'ai pas du tout un parcours professionnel lié, enfin, des études liées à de l'artistique. Moi, j'ai vraiment tout appris bah, j'ai pas de honte à le dire, en copiant ce que je voyais à la télé, c'est comme ça que j'ai appris. Que voilà, mes professeurs, c'était les dessinateurs des dessins animés que j'aimais, donc principalement Araki Himeno et puis, un petit peu après du Toriyama, du Tsukasa Ojo que j'adore, les mangas de Tsukasa Ojo sont juste des pures merveilles, du Tetsuo Hara pour Ken et cetera, quoi. Enfin toutes ces séries des années 80 que j'aimais regarder à la télévision et que j'ai appris à découvrir ou à redécouvrir en manga après quand j'ai pu mettre la main dessus avec un style graphique, des auteurs originaux et non pas des caractères designers qui étaient la plupart du temps encore meilleurs que ce qu'on pouvait voir à la télévision parce que voilà, c'est pas les mêmes techniques, parce qu'il y a plus de temps peut-être qui est passé sur un Oui, dessin quand on oui. est voilà, quand on est dans un studio de manga plutôt que dans un dessin animé. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est ces gens-là qui m'ont appris à dessiner et puis Komatsubara, bien évidemment que j'ai pas cité, mais Kazuo Komatsubara qui était un caractère designer et un animateur de génie pour beaucoup de séries qu'on a aimées, donc voilà. Donc voilà, Évidemment, je rajoute à cela les 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 auteurs français qui avaient travaillé sur Ulysse 31 parce que je les oublie pas. C'est souvent eux, même si le style graphique était un petit peu différent de ce qu'on pouvait voir en version animée. Je pense à René Borg, je pense à Manchou, je pense évidemment à Bernard Derriès et tous les autres qui ont travaillé. Même si les dessins étaient repris après par les designs japonais, par les designers japonais, malgré tout, je me rends bien compte que j'ai été influencé par tous ces gens-là, par tous ces grands maîtres bah, à la cheville desquels je n'arriverai jamais. ben, disons que pour synthétiser, tu fais partie de cette génération qui a vu donc les animés des années 80 et qui a tout de suite fait la différence entre les animés qui étaient bien dessinés et bien animés des autres, et tu t'es dit, tiens, voilà, il y a quelque chose de différent, et forcément, il y a des dénominateurs communs que tu as cités, mais déjà, quand tu étais jeune, ça t'a percuté. Alors, ça me percutait le pourquoi j'aimais tel ou tel dessin animé, parce qu'en effet, j'étais assez fan du dessin. Lorsque j'aimais pas du tout le dessin, je prenais assez facilement en grippe le dessin animé lui-même. J'arrivais pas à faire abstraction de ça, en fait. J'arrivais Mmh. pas à J'ai du mal à regarder les Simpsons pour cette raison-là. J'ai du Mmh. mal à regarder South Park pour cette raison-là. Voilà, il y a voilà, lorsque le dessin me convient pas ou est pas comme j'aimerais qu'il soit, c'est vrai que j'ai tendance à décrocher. Oui. Et alors, je pourrais en citer d'autres, hein, mais voilà, je vais pas le faire histoire de pas me mettre mal avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que la qualité graphique des dessins animés suffisait parfois à me faire aimer le dessin animé lui-même. Ce Oui. qui est ce qui est une erreur, hein, avec le recul, je me rends bien compte que voilà, il y a des fois des animés que tu aimes, enfin que tu redécouvres avec, un œil adulte en te disant: «OK, c'était pas forcément le style graphique que tu aimais quand tu étais gamin, mais punaise, ça a vraiment de la qualité, ça c'est quelque chose de bien». Mais quand j'étais enfant, je faisais ce raisonnement-là Voilà, mais ça t'a et donné une ligne directrice, en fait. Ça t'a donné une ligne directrice. oui, oui, Mmh. très certainement, ouais, 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 D'accord. tout à fait. D'accord. Alors, tu as été présent très tôt, dès les premières conventions qu'on a connues en France, bien, bien, bien avant Japan Expo. Alors, comment s'est passé ton premier contact avec les fans? Oh là, tu me demandes de repartir loin dans le passé, dans les années Ah 90. bah oui, Alors, là, on fait un petit mot, un les petit retour vers le les années passé. 90. Et ouais, les années 90, c'est les années qui ont vu l'avènement enfin, le grand, grand boom du Club Dorothée, même s'il avait démarré fin des années 80. Et puis surtout le déclin de l'animé à la télé pour les raisons qu'on connaît, avec
les levées de boucliers des parents, des bien-pensants, et cetera, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour nous dégager de la télévision C'est ça. et pour nous parquer comme des animaux, des bêtes curieuses, qui aimions des choses totalement marginalisées et des japonaiseries pour ne pas les citer. Et puis, on s'est retrouvés, vraiment à ne plus avoir d'endroit où se réunir. Et c'est là que sont arrivés les premières conventions, notamment les cartoonistes, où du coup, en plein cœur des années 90, on avait un endroit où on pouvait se réunir, nous, fans passionnés de Japanimation. Et je garde un souvenir très ému de ces années cartoonistes. C'est là, en effet, que j'ai fait mes premières rencontres avec le public sur un coin de table qui était pas plus grand que le bureau sur lequel je suis aujourd'hui, Mhm. mais qui m'ont permis de présenter un peu des fan art, des choses comme ça, des choses que je faisais et surtout de montrer que j'étais passionné et d'échanger avec d'autres passionnés comme moi et on se sentait vachement moins seul. Oui, Voilà, on oui. était tellement pointés du doigt et tellement ridiculisés dans la vie de tous les jours d'aimer ce genre de choses que là, d'avoir un endroit où on pouvait se réunir et partager cette passion-là, on se sentait beaucoup moins seul. Je pense que Thomas a dû connaître ça aussi derrière toi. Oui, Donc, certainement. Alors, mais voilà. disons-le franchement, nous sommes, quasiment tous des quarantenaires aujourd'hui, même, si, la France est le deuxième pays au monde où on vend le plus de mangas, donc ça prouve que la jeune génération, la nouvelle génération a complètement intégré les mangas dans la culture. Heu, Nous étions traités comme des parias, nous étions traités comme des pestiférés, des gens qu'il fallait, mettre de côté, qu'il fallait, je ne vais pas dire éliminer, mais bon, qu'il fallait quand même, limite soigner, d'un point de vue psychiatrique. Donc voilà, donc on en rigole aujourd'hui, mais c'était moins drôle à l'époque. Et c'est vrai que d'arriver dans ces conventions et de voir des artistes et des auteurs comme toi et tant d'autres qui nous présentaient du Senseiya, qui nous présentaient du Goldorak, etc., des Jess et Conquérants de la Lumière et tout, on était vraiment abasourdis, quoi. Et ça apportait, enfin moi en tant que fan, pour moi ça apportait une très grande plus-value. Voilà, donc j'espère que les autres fans l'ont ressenti aussi et qu'ils te l'ont fait ressentir. Ouais, 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 et puis tu sais, c'était une époque aussi où on essayait de faire vivre, nous, à notre niveau, ces licences-là. Moi, je suis très, très attaché au fan art, au fanzine, toute cette période-là, parce que ça a permis aussi à des jeunes auteurs, des auteurs en herbe, des gens qui peut-être font ce métier-là aujourd'hui, de faire leurs armes, de montrer, de se mettre à nu, d'essayer des choses, et cetera. Surtout pour des gens qui n'avaient pas forcément, de bagages, comment dire? D'étudiants artistiques, d'étudiants artistes. C'était des superbes occasions. Aujourd'hui encore, hein, c'est Mhm. une culture, hein, l'artiste allé d'une Japan Expo où il y a, plein de fan artistes les uns derrière les autres qui présentent ce qu'ils font. Fan artistes ou artistes qui présentent leurs propres créations, c'est ce qui est encore mieux, bien sûr. Bah, voilà, c'est très, très louable et je sais que je fais à chaque fois un petit tour dans l'artiste allé pour, essayer de voir qui seront ouais, les auteurs de demain, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà et en Alors, me souvenant, l'auteur que j'étais, pas hier parce que ça date d'il y a 20 ans, mais voilà ce qu'on a pu connaître il y a 25 ans, c'est encore le cas aujourd'hui parce que c'est une bonne vitrine pour essayer de montrer ce qu'on sait faire et peut-être avoir un premier pas dans le monde professionnel. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. On peut le critiquer, on peut, le prendre en exemple ou pas, qu'importe. C'est mon parcours, je le renie pas et voilà, il a fait que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui et les conventions ont été un élément, déterminant dans l'ensemble de mon parcours. Voilà. bon, OK. Alors, bien sûr, alors il y a eu plein de choses. Alors après ça, il y a le fameux trailer d'Hadès, voilà, sur lequel, donc tu as travaillé et qui t'a demandé, quand même un gros investissement. Par la suite, donc tu as travaillé sur de nombreuses références mythiques comme, Dragon Ball Z, Ulysse 31, JS et les Conquérants de la Lumière, et cetera. Mais, d'un point de vue bande dessinée, Albator est le vrai premier projet dans lequel, tu vas t'attaquer à l'univers de la japanimation. Alors, comment tu as vécu, cette expérience? Quel est ton feedback, là-dessus? Hem, ouais, comme tu l'as dit, dans les années 2000, j'ai eu la chance de travailler sous licence pour, beaucoup d'illustrations qui sont sorties, principalement sur des coffrets DVD ou
sur des posters, des fiches techniques, des livrets, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que c'était très intéressant de travailler comme ça, mais c'était toujours en sorte de pseudo-produit dérivé finalement de quelque chose existant et qui mettait un coup de projecteur sur évidemment la licence qu'on essayait de défendre. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de partie hyper créative, quoi. Mmh. Voilà, il fallait être le plus proche possible de l'œuvre originale pour pouvoir en faire une bonne publicité. Mmh. Mais ça, c'est mes amours, hein. J'adore ça, Bien sûr, j'adore bien sûr. ces séries-là. Donc, j'y mettais tout mon cœur, toute ma passion pour ces séries, et puis en respectant le cahier des charges que les ayants droit donnaient. Mmh. Et parfois, il était fait exactement ce qu'on a fait, et à la virgule près ou à la mèche près. Et puis, alors, forcément, ça ressemble à de la copie pure, mais parce que c'était le cahier des charges, quoi. Et puis après, je suis parti de un petit peu quelques années du monde de la Japanimation. Je me suis essayé à la bande dessinée franco-belge avec, tu l'as rappelé tout à l'heure, Surnaturel, qui a plus ou moins bien marché. Il y a eu quand même 4 tomes, preuve que ça a pas trop mal marché, mais ça s'est arrêté au 4e alors qu'il aurait dû y avoir la suite, preuve que ça a pas si bien marché que ça. Et puis je me suis retrouvé à avoir apprécié l'exercice de faire de la bande dessinée, mais malheureusement à me rendre compte avec un constat assez cinglant que, bah, c'est difficile de vivre de la BD, quoi. C'est ça, Heu, c'est ça. donc j'ai cherché un autre projet BD parce que j'avais quand même envie de continuer à faire de la BD, mais qui puisse marier un petit peu plus de passion que ce que je pouvais avoir, pour Surnaturel. J'aimais beaucoup Surnaturel, mais j'étais pas, comment dire? J'étais pas le lecteur de Surnaturel. J'étais le créateur, enfin avec Arnaud, mais j'étais pas le public cible de Surnaturel. Donc je Mmh. voulais quelque chose où je puisse éventuellement être le 1er lecteur passionné. Oui. Et beh, ça m'a sauté aux yeux de réunir, en fait, de matcher, ma passion pour les dessins animés japonais de l'époque Mmh. et l'exercice de la bande dessinée. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Kana à proposer ce projet-là à Leiji Matsumoto pour la bande dessinée d'Albator. D'accord. C'était ça ta question? C'était ça ma question, tout à fait. Et donc, là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, Sensei Time Odyssey, est-ce que c'est un projet que tu avais prévu de longue date, que tu avais vraiment bien maturé, que tu avais, je dirais, bien construit? Ou bien est-ce que c'est vraiment la suite logique, de ce que tu as accompli avec, Albator? C'est-à-dire tu t'es dit: «Bon, bah, allez, j'ai fini Albator et maintenant, allez, j'attaque Senseiya», voilà, quel était un petit peu ton point de vue par rapport à ça? Avait déjà signé Senseiya depuis un petit peu de temps. Donc, on savait qu'on allait venir dessus très rapidement après Albator. En fait, j'ai pas chômé, c'est-à-dire qu'Albator un petit peu plus prolifique que moi. Et puis après, quand je l'ai rejoint et qu'on a travaillé ensemble sur le scénar, on a convergé avec quelques allers-retours et tout. On a convergé assez vite vers l'histoire globale des 5 tomes. C'est ça qui a été fourni en premier à Akita Shoten et à Kurumada, Mmh. pour validation on va dire, de ce qui se passe grosso modo dans chacun des tomes. Et D'accord, après, on a travaillé un peu plus précisément sur le tome 1. d'accord. Donc en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, donc c'est quand même une information importante. Pour les 5 tomes qui sont attendus pour, Saint-Seiya, donc les 4 puisque le premier est déjà sorti, donc ça paraît évident, mais parfois, dans l'univers du manga, ça ne l'est pas, même si on est dans l'univers de la BD. Là, tu sais exactement où tu vas, en fait, sur les 5 tomes? Ouais, D'accord. bah oui, parce que c'est une catastrophe quand c'est le cas contraire, quoi. Oui, Quand oui. c'est le contraire, alors quand tu crées ton histoire au fur et à mesure, mais que c'est ton univers et cetera, bon, tu as pas de point de comparaison, les gens, ils savent pas ce que tu vas produire, ils savent pas où ça va aller, donc il y a que toi avec toi-même. Mais Mmh. là, c'est une licence, donc on peut pas faire abstraction de ce qui existe déjà. En plus, on se place, tu l'as vu avec le tome 1, à l'intérieur de la timeline de l'œuvre originale de Kurumada, donc on peut pas se permettre de décider au fur et à mesure: «Tiens, on va faire ci, tiens, on va faire ça». C'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis et de pas retomber sur nos pattes. Donc, oui, oui, on sait exactement où ça va aller, on sait exactement où se place chaque tome dans l'œuvre originale de Maître Kurumada, et on sait ce qui se passe après notre 5e tome Mmh. dans l'œuvre de Kurumada. Donc on sait qu'on est en train de faire, alors attention, hein, toute proportion gardée, Mmh mh. Mmh. c'est juste pour faire la comparaison, mais on est en train de faire des épisodes 1, 2, 3 de Star Wars, sachant que les 4, 5, 6 existent. Donc Voilà, c'est ça.
On vient de faire le 1, mais le 2 et le 3, ça va se passer entre une période et une autre période, et tu sais, à la fin de ton épisode 3, que Anakin va devenir Vador, que Obi-Wan Oui, va se planquer sur Tatooine et c'est que ça la Yoda difficulté, ouais, va se planquer sur Dagobah. c'est Là, ça. c'est pareil, on sait exactement ce qui se passe dans l'œuvre de Kurumada après notre tome 5, donc on sait déjà ce qui arrive à nos protagonistes, du moins la plupart de nos protagonistes à la fin de notre top 5. Tout à fait. Et pour y arriver, on sait quelles vont être les étapes et surtout les moments auxquels ça va intervenir. Donc oui, pour répondre à ta question, bien sûr qu'on sait où on va, on sait, exactement, le devenir de chaque, personnage dans chaque album. Ce qu'on ne sait pas encore avec précision, c'est, page, 43 de l'album 4, il se passe quoi? Ouais, Voilà, bien sûr, et voilà. On bien sait dans sûr. les grandes lignes ce qui se passe, à chaque étape. Vous l'avez vu, vous l'avez lu à la fin du tome 1 que l'antagoniste, décide d'œuvrer pour son compte au lieu de briller aux yeux des autres, il va décider d'œuvrer pour lui-même. Mmh. Et pour œuvrer pour lui-même, il a un plan qui va s'étaler en 4 étapes. Et ces 4 étapes vont être, enfin, chacune des étapes va être traitée dans les 4 albums qui vont arriver. Donc on sait exactement quels sont les tenants, les aboutissants de l'antagoniste dans chacun des albums. Et on déroule ça sur fond de coups de projecteur sur un des chevaliers de bronze, etc., etc. D'accord, très Voilà. bien. Alors, également, une question, voilà, qui est sur toutes les lèvres, et qui est vraiment, très importante. Alors, est-ce que, Senseiya, Time Odyssey, donc c'est bien une histoire canonique qui rentre dans l'œuvre, de maître Kurumada? Ou bien est-ce que c'est quelque chose, d'extérieur et d'à part, comme le seraient des séries comme, Los Canvas, par exemple? Je ne sais pas répondre à ta question. Nous, ce qu'on fait, Oui? c'est qu'on essaie de faire une œuvre qui soit, incrustable dans l'œuvre originale de Maître Kurumada, qui en D'accord. plus reprend les personnages principaux que sont, Shun, Shiryu, Yoga, Ikki et Seiya. Parce que moi, ça m'intéresse pas de faire un Tenma, je préfère faire un Seiya, quoi. Mmh. Et c'est pas que Tenma n'est pas intéressant, hein, Non, non, que bien sûr, faut pas mais dire que c'est pas dit. c'est ce qui Mais t'a ce que j'ai marqué. envie, c'est de faire revivre un petit peu les personnages que j'ai aimés dans les années 80 au Club Dorothée. Avant qu'ils ne soient Senseiya, ils ont été les Chevaliers du Zodiaque pour nous et on a envie avec Arnaud de les faire revivre et de leur donner une aventure supplémentaire. Mais Mmh. cette aventure-là, comme on le disait tout à l'heure, elle ne peut pas s'extraire de l'univers de Maître Kurumada, sinon c'est, je sais pas, c'est un multivers, c'est un truc parallèle qui a pas de lien. Nous, on cherche vraiment à ce que notre histoire soit incorporée dans l'œuvre de Kurumada. Et à chaque fois qu'on fait un ajout inédit, on lui demande son avis et on voit s'il est d'accord ou pas. Et à chaque fois qu'on vient mettre un coup de projecteur, une lumière sur des zones d'ombre qu'il avait à peine survolées, exemple personnage de Guilty, Mmh. ou d'autres choses, pour ne rien spoiler du tome 1, ben on lui demande avant, voilà notre idée, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez en tête, même si vous ne l'avez pas développé dans votre œuvre originale. Et puis on discute à partir de ces réponses-là et on essaie de faire évoluer notre vision. Soit on garde celle qu'on avait parce que ça lui convient, soit on la fait évoluer par rapport à ce qu'il nous répond. Et, D'accord, euh, et c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on travaillera encore pour les 4 tomes qui viennent. Si voilà. A d'accord. priori, c'est comme ça que ça fait. Maintenant, est-ce que c'est canon? Je sais pas ce que je connais pas la définition exacte de canon. Alors, en fait, Si vous êtes sûr que c'est quand on dit que quelque chose est canonique, ça veut dire que, tout simplement, ça a été reconnu par, on va dire, l'auteur original, pour intégrer l'histoire originale et l'univers qu'il a créé. Ça a été le cas notamment avec, Broly, dans Dragon Ball Z, donc le film qu'on a tous vu, voilà, un des personnages préférés de l'univers, mais qui n'a jamais été canonisé, et donc, le deuxième film Broly qui est sorti, donc, il y a, je crois, 3 ou 4 ans, qui justement intègre ce personnage dans l'univers de Dragon Ball, dans Dragon Ball Super, pour vraiment canoniser le personnage dans l'histoire, donc d'Akira Toriyama. Voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. écoute, alors peut-être que la réponse est oui et puis on verra bien. Tu sais, il y a aussi, c'est compliqué d'arriver à s'insérer exactement sans commettre de petits impairs, sans faire de petites incohérences et cetera. Bien sûr, Bon, bien sûr. on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas d'incohérences, même si j'ai vu circuler un petit peu des vidéos qui parlent de certaines incohérences, à droite et à gauche. La plupart de celles qui ont été notées, à part
ce que je noterais comme des clins d'œil à l'animé, mais il faut pas que je le dise trop fort parce que bon voilà, parce qu'on traite du manga principalement, mais il y a des petites choses, c'est des clins d'œil à l'animé. Je pense que les gens l'ont bien compris. Il y a une petite erreur qui s'est glissée aussi dans l'album, une erreur, heu de chiffres, une erreur de chiffres pour ne citer que celle-là. Là, c'est vraiment une erreur. C'est une incohérence, quoi que ce soit, c'est juste que bon, j'ai commis une erreur de numéro. Bon, après, Mais la sinon, à perfection part n'est pas de ça, ce monde. voilà. Mais sinon, à part ça, les petites incohérences que certains ont pu relever par rapport à l'œuvre originale vont avoir des réponses dans pas longtemps. Donc, enfin, dans le tome 2, il y aura déjà certaines réponses qui vont vous dire: «Ah bon, d'accord, c'était pas une incohérence» et oui, D'accord, oui, OK, c'est pas un truc qu'il essaye de sauver après coup, c'était en effet bien prévu dès le début et d'accord, voilà. Voilà, d'accord. bon, enfin, après en effet, on peut pas garantir qu'il va pas y avoir des petites boulettes, des petites coquilles. Il y en a une, par exemple, dans le tome 1, qui sera corrigée lors de la réimpression, mais voilà, il y a des petites coquilles comme ça, mais sinon, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'incohérences possible, voire pas du tout, quitte à faire relire, on est là, on le relit plusieurs fois, on a relu le manga, on le fait lire aussi à deux trois personnes. Évidemment, Akita Shoten, qui est l'éditeur japonais, relit aussi tout ce qu'on fait et Maître Kurumada. Après, il y a D'accord. toujours un petit grain de sable qui passe, au travers de tous les filets, Mmh. mais dans l'ensemble, je pense quand même, si vous l'avez lu, que vous avez dû remarquer qu'il y avait, si ce n'est peu, voire pas du tout d'incohérence avec l'œuvre, originale de Maître Kurumada, quoi. Tout à fait. Alors justement, une question, même si on connaît déjà tous la réponse, mais on la pose quand même, hein, juste pour le fun. On peut remarquer que les couleurs que tu utilises pour les personnages dans la bande dessinée et les vêtements sont celles de l'animé, mais que par contre les armures sont celles du manga. Alors, Non, 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 je t'arrête. Les habits ne sont pas ceux de l'animé pour, lorsqu'ils portent les armures. Ils sont habillés en blanc et ça a beaucoup choqué d'ailleurs, ce que j'appellerais le grand public. Autant vous les fans, vous connaissez par cœur l'œuvre de Kurumada et vous savez qu'ils ont tous des tenues blanches par-dessus, en dessous de leurs armures. mmh. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de gens qu'on considère plutôt comme grand public, des gens qui ont connu ça à la télévision, qui s'étonnaient de voir un Seyar pas habillé en rouge sur la couverture de l'album. Mmh. Ben non, voilà, justement, parce que, comme tu l'as dit, je sais que tu connais la réponse. Mmh. Je sais que c'est une fausse question que tu me Voilà, poses, c'est mais, ça. les armures sont en effet celles du manga, euh, tant en termes de design qu'en termes de couleur, mais aussi les habits qu'ils portent quand ils portent les armures sont aussi celles du manga. Et d'ailleurs, j'avais fait des tests avec des habits rouges qui m'ont été très clairement refusés Mmh. parce que on se rapprochait trop de l'animé et il fallait qu'on reste très proche de l'œuvre de Kurumada. Alors Voilà. justement, alors tu viens de répondre quasiment à la question, mais pourquoi ne pas avoir repris les armures de l'animé? Puisque, tu as déjà fait énormément de dessins avec les personnages déjà enfin, avant la bande dessinée avec les personnages qui portaient l'armure, de l'animé et peut-être qu'un public plus large aurait davantage compris, on va dire le fait que les héros portent leurs armures dans l'animé. Donc là, tu as déjà répondu à moitié à la question, puisque tu viens de parler de la Ben, l'autre cohérence. moitié, l'autre moitié, c'est tout simplement une histoire de droit. C'est-à-dire que les droits de Senseiya, ils sont partagés entre l'animé et le manga. Nous, on a signé avec Maître Kurumada et Akita Shoten qui sont les droits d'exploitation du manga et des droits éditoriaux papier. Et donc, on respecte le manga papier, ainsi que, alors, c'est vrai pour le graphique, pour le visuel, comme tu l'as dit. C'est vrai aussi pour le scénario. Par exemple, le personnage d'Esmeralda n'est clairement pas la fille de Guilty dans notre histoire, Mmh. parce que c'est une des différences entre le manga et l'animé. Le personnage du grand Pop, par exemple, ne porte pas de masque parce que dans le manga, il ne porte pas de C'est masque. vrai, c'est Et, vrai, c'est vrai. voilà. Donc il C'est y a tout à plein fait de vrai. choses comme ça qui en effet, pour ceux qui n'ont comme référence que l'animé, qui ne sont jamais trop intéressés à l'œuvre de Kurumada elle-même, parce que ils sont restés au Chevalier du Zodiaque et n'ont jamais mis les mains dans Senseiya, ben, en effet, ça a de quoi surprendre un tout petit peu ou C'est ça, peut-être un peu dégoûter au départ. c'est ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une histoire de droit et nous devons de le respecter. Non seulement pour nous, parce que ben, voilà, on a signé avec Kurumada Sensei, mais aussi pour ne pas poser de problème à Kurumada Sensei lui-même, en lui proposant des choses qui seraient
en partie en droit, Toei Animation. Voilà, c'est une histoire de droit et c'est comme ça, il faut le respecter. Et ça a demandé beaucoup de travail au début de pré-production pour arriver à un résultat qui nous satisfasse et Maître Kurumada et Akita Shoten et nous-mêmes. Et je suppose du coup et Toei aussi par la même occasion pour qu'ils vérifient qu'on ne venait pas sur leurs droits à eux. Mhm. Et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont passées et qu'on a bien l'intention de continuer à ce que les choses se passent comme ça. D'accord, très bien. Alors, quelques questions de la communauté. Une question de Sylvain Montoya. Comment Senseiya Time Odyssey a-t-il été accueilli au Japon? C'est une bonne question. Je ne sais malheureusement pas répondre avec précision à ta question parce que si Time Odyssey avait été vendu comme, comme un autre manga spin-off, etc., en album seul, on pourrait dire, ben voilà, il y a eu tant de ventes, donc c'est bien, c'est pas terrible. Pour Albator, ça se traduisait par des téléchargements. C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger en version numérique le mémoire de l'Arcadia. Donc on pouvait dire, ben voilà, il y a beaucoup de téléchargements ou il n'y en a pas beaucoup, c'est un succès ou ça n'en est pas un. Mhm. Pour Time D'accord, Odyssey, c'était un peu plus compliqué parce que c'était offert en cadeau dans le Red Champion. d'accord. Et du coup, comme c'était offert, on ne sait pas trop. À part d'aller se balader sur des sites, des forums de gens qui vont en parler, en bien ou en mal, je ne sais pas. C'est difficile de savoir parce qu'il n'y a pas eu des ventes ou des Mhm. téléchargements qui Ouais, sont ouais, ouais, liés à Time Odyssey seul. bien sûr. Heu, le fait est que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a pas mal de forums qui se sont créés au Japon. Mhm. Moi, je ne parle pas japonais, hein, D'accord. c'est la traductrice de Kana qui m'a dit s'être baladée un petit peu sur des forums pour voir qu'est-ce qui pouvait en sortir. Mhm. Les résultats avaient l'air d'être plutôt un accueil assez positif. Bon, Mais c'est bien. après, est-ce que c'est une grosse communauté, petite communauté? Est-ce que ça va se traduire par une sortie papier unique de Time Odyssey avec ça, je n'en ai aucune idée. D'accord. Bon, bah écoute, affaire à suivre dans le milieu, si je puis dire. Alors, petite question, pourquoi avoir choisi un format BD plutôt que manga? Pour le public, clairement, qui a connu les Chevaliers du Zodiaque et non Saint Seiya. Et D'accord. alors, cette réponse-là, je te la fais encore plus forte aujourd'hui parce que depuis que je dédicace, ça fait un mois maintenant que l'album est sorti à peu près. Mhm. Je continue à dédicacer à droite et à gauche. Et je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui sont de la génération Chevalier du Zodiaque et pas Senseiya qui me disent: «Ah mais moi ça aurait été en manga, j'aurais pas acheté quoi, Ah, j'aurais pas regardé». intéressant, intéressant. Voilà, Donc très donc beau choix. je pense vraiment que la génération, des années 80 qui ont connu ça à la télévision, c'est vrai aussi, hein, ce que je dis pour Albator et a fortiori aussi pour Goldorak, même si c'est pas moi qui l'ai fait, ça reste la même collection. On s'adresse à des trentenaires, des quarantenaires qui ont connu ça à la télévision à une époque où il n'y avait pas de manga papier. Mhm. Oui, Et c'est même vrai. le manga, on ne savait pas ce que c'était, hein, C'est on vrai. n'en avait C'est jamais vrai. entendu parler du mot C'est vrai. manga. C'est vrai. Et du coup, à cette époque-là, on avait nos souvenirs qui étaient des souvenirs télévisuels avec de la couleur et on avait nos bandes dessinées qu'on lisait une fois que la télé était éteinte, qui étaient des bandes dessinées franco-belges Mhm. avec de la couleur aussi et grand format. Donc il me semblait cohérent, il me semblait que ça faisait sens qu'on offre ce support-là à des gens qui avaient grandi dans les années 80. Mhm. De toute façon, pour les fans hardcore de Senseiya, que ce soit, en franco-belge, en manga ou sur du papier toilette à dérouler, de toute façon, ils l'auraient lu quand même parce que, Ah oui, oui, on les confirme. fans, ils sont tellement fans que voilà, On confirme. ils voilà. Donc nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de ne pas perdre la partie grand public qui était, celle qui avait connu les Chevaliers du Zodiaque à la télé dans les années 80 et ça D'a passe par ce format, franco-belge. Après, au-delà de ça, indépendamment de cet aspect, on va dire purement, public cible et argument éditorial, Oui, il s'avère aussi que moi, je suis pas très, très fort en manga. J'ai pas du tout les compétences qu'a ton voisin de derrière, Thomas, voilà. qui maîtrise, l'art du manga à la perfection. Moi, je ne sais pas trop bien dessiner. J'ai besoin de la couleur pour camoufler un petit peu les petites erreurs, noir et blanc que je fais Oui, et j'ai plus de facilité à travailler du franco-belge que du manga et oui. c'était aussi une manière de pouvoir proposer quelque chose de différent à Akita Shoten, quelque chose que, bah, ils n'ont pas l'habitude de voir ni de faire. Parce que si c'est pour faire quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, honnêtement, ils ont pas besoin de moi. Ils ont 15 Jérôme dans chaque doigt, les dessinateurs japonais, donc Mmh. ils ont pas besoin de moi. Là où Mmh. je pouvais vraiment être intéressant, c'est ramener une sorte de plus-value, de valeur ajoutée qui était la technique du franco-belge Mmh. et
force est de constater que ce soit par Albator, par Goldorak ou même encore sur Senseiya, les retours sont extrêmement positifs par rapport à la couleur, par rapport à ce format franco-belge qui fait que j'ai eu raison avec Christelle Oulens de Cana de me battre au départ dans le projet, au tout début du projet, pour défendre le format franco-belge. D'accord, bah, très bien. Alors, pour rappel à la communauté, nous sommes également avec Thomas Bouvray, qui est donc un mangaka français bien connu dans le milieu, voilà, qui participe également et qui dira un petit mot à la fin de cette interview. Bon, bah, écoute, déjà, merci Jérôme pour toutes ces précisions. Question de la scène Vuitton. Iki était le personnage central du tome 1. Est-ce que ce sera toujours le cas pour le tome 2 ou bien celui-ci sera centré sur un autre chevalier de bronze? L'idée, c'est de faire 5 tomes pour qu'il y en ait un par chevalier de bronze. Donc, le premier était sur Iki pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que c'est l'élément déclencheur de l'histoire. Et puis, le deuxième ne sera donc pas sur Iki. Je peux même annoncer d'ores et déjà qu'il sera quasiment absent de l'album Iki, hein. Donc, D'accord, ok. il a eu son tome 1, donc le tome 2, il devrait quasiment ne pas apparaître. Mhm. Voilà, il reviendra pour le tome 3, mais dans le tome 2, il sera pas là. Et grande surprise, d'autant plus surprise, mais ça c'est un gros plaisir, un gros kiff qu'on a avec Arnaud, c'est de faire tomber un peu les poncifs Senseiya, c'est que Iki ne sera pas là, il viendra pas sauver Shun, Ah, qui est bien. pourtant le personnage principal du tome 2. D'accord, très bien. Donc, Sean sera le personnage principal du tome 2. Donc, belle information, Jérôme. Merci, merci à toi. Donc, voilà, on a la réponse. Alors, justement, question de Choubi. Alors, attention, spoiler. Ta, ta, ta. Est-ce que Chronos sera toujours l'ennemi tout au long de ces 5 tomes ou bien verrons-nous de nouveaux méchants? Chronos est l'antagoniste de l'histoire. Il dira jusque... Non, non, c'est l'antagoniste de l'histoire. Voilà, donc lui, il ne bouge pas. Voilà, ça c'est clair. Question de Daniel. Après la sortie et le succès, parce qu'on n'en doute pas, et le succès des 5 tomes en BD, une version animée est-elle envisageable? Bah, moi, je signe tout de suite, hein. Où il est le bout de papier? Bon, ben, Je sais pas. Moi, mon boulot, c'est de faire des BD que vous aimez lire. Avec Arnaud, on met toute notre passion pour que vous ayez du plaisir à les lire. Si un jour elle devenait autre chose qu'une version papier pour faire de l'animation, bah, tant mieux. Et j'en serais ravi. Mais nous, c'est pas de notre ressort. Notre objectif, c'est de faire une belle BD. En revanche, la question, elle est rigolote parce que on me dit toujours, est-ce que la BD va devenir un dessin animé? Mais en fait, ce que je rappelle toujours, enfin ce que j'explique toujours, c'est que avant d'être une BD, elle est une version animée là-dedans. oui. C'est-à-dire que quand je travaille, en fait, je n'imagine pas une BD, j'imagine un dessin animé. D'ailleurs, je bouge dans le salon, je fais la constellation, hop, les gestes de Seiya, je m'amuse à danser comme Bah, c'est yoga, bien, etc. c'est bien, c'est bien. Mais oui, oui, et puis je fais des météores de Pégase, je fais des coups de poing, je bouge comme si j'avais 8 ans et que j'essayais d'imaginer l'épisode prochain du mercredi d'après, quoi. Mhm. Et je crée ça vraiment un peu comme un dessin animé dans ma tête, et après j'en fais une version BD via un storyboard. Donc du D'accord. coup, c'est vrai que si un jour ça devient une série animée, est-ce qu'elle ressemblera à celle que j'avais dans la tête au moment de faire l'album? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle existe déjà dans ma tête, cette version animée, parce que c'est elle qui me sert de base pour dessiner l'album. D'accord, d'accord. Ben, écoute, pour cette version animée, comme, enfin, ce sera peut-être possible à travers, pourquoi pas, une inscription, je dirais chez Ulule, hein, puisque comme dirait, Thomas Bouvray, le Ulule, c'est le bon cul. Donc, à essayer, à voir, hein, pourquoi pas, hein, ça peut toujours fonctionner. Voilà, alors justement, as-tu une date à nous communiquer pour le tome 2, s'il te plaît? Alors, j'ai une date espérée, Oui? et donc quasi figée, mais comme malheureusement ça dépendra de la vitesse à laquelle je travaillerai sur le reste de l'album qui me reste encore à faire, je ne peux pas la garantir à 100%. Mmh. Il y a quelque temps, je disais que l'album allait sortir pour la Japan Expo 2022. Il est finalement sorti le 30 septembre 2022 pour le tome 1. Mmh.
J'espère que le tome 2 sortira cette fois à la Japan Expo 2023, donc à Paris, juillet 2023. D'accord, OK, bah, écoute, Est-ce qu'on y arrivera? C'est encore autre chose, mais voilà, c'est notre objectif en tout cas. d'accord. Question de Sylvain Montoya toujours. Quelle est ta méthode pour réaliser une planche? Comment procèdes-tu en gros dans les grandes lignes? Je fais, je reprends les scénarios d'Arnaud et qu'on a travaillé ensemble. Ensuite, je découpe, la page pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une chose vraiment plus grosse que les autres et puis je fais ça comme élément central de ma planche et je fais tout le reste autour. D'accord. Je fais un storyboard, mais comme tout le monde, hein, je fais un storyboard et une fois par contre que ça c'est fait et que c'est validé avec les dialogues, a priori définitifs, là je fais une technique qui s'apparente plus de l'ordre du cellulo, Mmh. du dessin animé, parce que je fais mon personnage à part, je fais mon décor à part et puis après je remonte tout ça pour, je fais du compositing après avoir colorisé chaque chose indépendamment les unes des autres et je fais du compositing pour arriver à remonter une case. Bah, tiens, là j'ai un exemple. Oui. Tu vois, là, hop, je vais le sortir. Voilà, ça c'est mon original. Je sais pas si ça se voit bien. Oui, oui, ça se voit bien. On voit très, Voilà, très c'est bien l'original ton Vicky. ton Et puis dessin. je scanne ça, je colorise, puis je rajoute des effets spéciaux, et cetera. Et puis ça donne ma version colorisée. D'accord, Et voilà. très Et beau, donc, si très, tu veux, très beau. ça c'est une case. Et puis après, cette case-là, je viens la mettre, je viens remplacer dans mon storyboard la case storyboardée par la case finale. Et puis de proche en proche, je fais comme ça tout l'album. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que je dessine des choses qui, des fois, n'apparaissent même pas. Je colorise des choses qui sont parfois dans le décor derrière un personnage, donc qui n'apparaissent même pas. Mmh. Mais ça me permet d'avoir assez de liberté pour réutiliser des éléments et pour pas à chaque fois redessiner la roue et avoir une sorte de banque de données d'images qui me permet voilà, d'aller un petit peu plus vite. Un peu comme dans le dessin animé, je pense. D'accord, OK. Eh beh, Voilà. écoute, après toutes ces questions sur la bande dessinée, quelques questions what the fuck. Alors, question, d'Ectelion Zork, quel est ton Gold préféré et pourquoi dans Senseiya? Shaka parce qu'il est trop bon, il est trop fort. Et puis derrière, Saga. Voilà, donc la classe ultime, quoi. Non, mais ils sont beaux ces personnages, ils sont très bon, ils sont tous chouettes, hein, les personnages. Moi, j'adore, hein, tous les Gold Saints, même ceux qui sont pas très aimés. Depuis le tome 1, j'ai une tendresse particulière pour Deathmask Ah, et merci! Merci pour tous voilà, les signes du cancer, merci pour eux. voilà, ben, je vais pas m'arrêter là parce que, pour le tome 2, j'ai une tendresse particulière pour, Mu du Bélier, mais bon, ça, je l'avais déjà avant. Mmh. Mais j'ai une tendresse particulière aussi pour Aphrodite des Poissons, dont Ah! on va, parler un petit peu du background. Parce qu'il est très peu détaillé ce personnage-là dans Mmh. l'histoire originale et du coup on va vous raconter des choses sur Aphrodite Mmh. D'accord, super, super, et sa super. famille et sa Ah! famille. Génial, génial, génial. Voilà On a et hâte, on quoi a grande d'autre? hâte, Bon, on a grande hâte. Allez, on continue. Question de Lionel Viala. Quelles sont tes passions ou loisirs autres que le dessin dans la vie? j'ai pas le temps d'en avoir. Oh, tu as bien un peu quand même, un petit peu. Alors, passer du temps avec mes enfants qui grandissent malheureusement trop vite et Eh pour qui oui, j'ai pas assez de temps, avec eux. Évidemment, ma femme avec et mes parents. Ça, c'est la vie de famille et puis les activités, c'est, les albums Panini dont je suis absolument un dingue, un vrai dingue. D'ailleurs, je fais un appel, j'ai plein d'images à terminer pour mes albums, donc si vous êtes, ah bah oui, collectionneur d'albums Panini, envoyez-moi des petits messages, on va s'arranger voilà. et puis je suis surtout un Marseillais qui n'aime pas la bouillabaisse, donc ça c'est raté, qui n'aime pas le pastis, c'est encore raté, mais par contre qui adore l'Olympique de Marseille et je Ah! suis un gros, gros fan de foot, donc voilà, je suis totalement méconnaissable, y compris dans ma voix, parce que je retrouve mon accent marseillais dès que tu me mets devant un match de l'OM et voilà, donc je suis absolument méconnaissable, je hurle, je saute, je tape sur le canapé, voilà. Je manque de casser la télé à chaque fois qu'une action est ratée et je hurle de joie à chaque but marqué.
Voilà pour les activités Eh et puis je fais beh un petit peu de eh beh sport, mais pas assez. J'avais fait du tennis et puis je me suis arrêté parce que le travail me demandait trop de temps et c'est une grosse erreur de ma part de m'arrêter de faire du sport. ah bah, tu pourras reprendre, hein, bon, mais c'est déjà pas mal, hein, tout ça, hein. C'est très, très bien d'ailleurs. Toujours une question, donc de Lionel Viala. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles ou est-ce que tu es vraiment, dans le silence absolu? Et si oui, quel style de musique que tu écoutes en général? Alors quand je crée, j'écoute de la musique, ouais, heu et c'est plutôt des musiques d'ambiance, donc des musiques, d'animés ou de films la plupart du temps. D'accord. Ensuite, et plutôt épique de préférence parce que voilà, ça Oui, c'est genre le c'est quand même genre les films des Seigneurs des Anneaux, Star Wars, voilà par exemple, toutes les grandes ou références. Seiji Yokoyama, par exemple. Voilà, Mmh, exactement, voilà qui d'ailleurs, voilà. dans la vidéo qui défile, derrière cette interview justement, vous ne serez pas dépaysés avec les les musiques qui passent. Voilà, donc on est tout à fait dans le thème, donc ça c'est très, 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 très bien. Quel est ton top 3 en animé? Quels sont les on va dire les 3 animés que tu préfères? Ouais, alors là, je suis pas très objectif parce que je vais piocher les 3 Oui? que j'aime le plus, même si, je suis prêt à signer sur un bout de papier que je ne leur donne pas des qualités plus importantes que certains qui sont d'aujourd'hui. Mais c'est Albator, Saint Seiya, Ulysse. Voilà, bon, Voilà, c'est mes 3 préférés. voilà. Après, je continue à regarder des trucs, aujourd'hui. Je suis par exemple un super gros fan de l'Attaque des Titans. Oh, très bien, ouais, Shingeki no Kyojin, effectivement, très, très grosse licence, très grosse référence qui a un peu relancé, tout ce qui était, animé, qui était un petit peu, on va dire, au ralenti. Effectivement, très, 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 très bon choix et très, 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 très bon goût, ça c'est vraiment excellent. Alors, est-ce que tu t'es déjà rendu au Japon? Est-ce que ça t'a plu? Non, j'y suis jamais allé et j'espère que la première fois que j'irai sera pour une raison professionnelle. Je touche du bois pour que ça arrive un jour. Eh ben, écoute, Thomas Bouvray à côté me dit que lui qui a l'habitude d'aller au Japon, il t'emmène quand tu veux, il y a pas de problème. Voilà, carrément. Ah bah, super, bah, Ouais. plante-moi dans ta valise et je viens avec toi. Mais prends, 5 valises parce que j'ai 3 enfants et une épouse qui veulent venir aussi. Donc voilà, il va Oh, ça falloir que prend tu oh, ils prennent pas trop de place, donc ça va, ça devrait, ça devrait un petit peu ça mes devrait enfants, rentrer. ils sont quasiment plus grands que moi, hein, donc Ça pousse vite, ça pousse oui, ça vite. pousse vite, ouais. Alors, quels sont enfin, quel est ou quels sont tes plats préférés? Ah oui, Bah, c'est pas what la the fuck. bouillabaisse, tu l'as compris. Voilà. Alors en numéro un, c'est raclette, numéro 2, c'est la pizza, numéro 3, c'est la choucroute. Ah, d'accord. Est-ce que tu aimes les raviolis? Oui. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, Qu'est-ce que c'est que cette question des raviolis? ah Qu'est-ce que ben c'est que non, mais c'est parce qu'on a plein de bonnes choses à te faire découvrir. Donc justement, tu verras, ce sera la surprise. Ce sera la OK. surprise. Voilà. Ben écoute, Jérôme, un grand merci à toi hein, pour cette interview. Est-ce que tu as un petit mot à nous adresser, une petite dédicace pour clôturer cette interview? Écoute, je te remercie pour l'interview qui était très sympa. Je remercie Thomas et Lionel qui sont à tes côtés et puis je passe un petit coucou évidemment à toute la communauté fan de Saint Seiya parce que je voudrais juste rappeler que même si aujourd'hui on est auteur de Saint Seiya Time Odyssey, qu'on travaille, qu'on a la chance, l'extrême honneur de travailler avec Maître Kurumada et cetera, on n'oublie pas de là où on vient et on vient du même endroit que vous, c'est-à-dire des fans des années 80, de ces enfants qui étaient assis devant le Club Dorothée à rêver devant le dessin animé Les Chevaliers. C'est vrai qu'on a la chance de vivre plein de choses aujourd'hui avec, au travers de cet album. J'ai eu aussi la chance de faire un live drawing avec, le concert de Bernard Minet en même temps. C'était un moment un peu magique parce que je l'ai vu chanter Les Chevaliers et entendu chanter Les Chevaliers quand j'étais enfant des centaines de fois, des milliers de fois en générique et là, je me retrouve à faire des choses avec lui. Donc tout ça, c'est merveilleux, mais je n'oublie pas l'endroit d'où on vient. On vient du même endroit que vous, des fans. On est des fans et on fait ce travail-là avec toute notre passion de fans, en espérant que vous avez aimé ce tome 1 ou que vous allez l'aimer pour ceux qui vont le découvrir et que vous allez continuer à adhérer à Time Odyssey jusqu'à la fin du tome 5. Et on vous embrasse bien fort et on met toute notre passion pour que vous vous régaliez dans ces albums. Ben, un grand merci à toi, Jérôme. Un grand merci à Arnaud Dolène également,
ton binôme devant l'éternel, voilà, et qui a un rôle extrêmement important également dans la réalisation de la BD. Merci à toi du temps que tu nous consacres et de ta passion que tu transmets à travers tes dessins et tes réalisations. Pour le mot de la fin, je vais passer donc le micro 2 secondes au mangaka français Thomas Bouvray, donc qui va dire un petit mot, voilà, sur ses projets et sur ce qu'il est en train de faire. Et comme ça vous permettra de vous saluer avant de clôturer cette interview. Thomas, Euh, Thomas. Bah écoutez, merci à tous, hein, voilà, merci Jérôme, merci Lionel, merci FX. Et bah, en tout cas, pour dire que bah, justement, j'ai lu ta BD, Jérôme, et franchement, j'ai vraiment bien accroché. J'ai remarqué justement les détails, justement, comment dire, sur différents personnages et tout, des choses en fait qu'on voyait pas en fait forcément dans l'animé. Je trouve qu'il y avait plein de petits détails et ça m'a. Je vais pas non plus spoiler en fait, mais voilà, franchement j'ai été bien à fond dedans et ça m'a donné vraiment envie de dire ouais, quand est-ce qu'il va sortir le tome 2. Et Ben voilà. merci, c'est gentil, c'est gentil. Venant de toi, je mesure le compliment. Ouais, c'est gentil, merci. Bah écoute, j'ai hâte de te revoir et puis voilà, de grosses bises, à très bientôt. Ouais. À très bientôt, Thomas. Salut Jérôme, ciao. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci beaucoup Thomas Bouvray, que vous retrouverez dans son projet actuellement, donc du manga guide que vous pouvez bien sûr commander et acheter et voir sur Ulule, hein, on en parlait tout à l'heure. Un grand merci encore une fois Jérôme, on garde le contact, on continue à te suivre. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette interview en notre compagnie. Si ce n'est pas encore fait, ruez-vous chez le libraire pour acheter la bande dessinée donc, de Senseiya Time Odyssey avec donc la sortie l'année prochaine du tome 2. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous et surtout restez connectés. Au revoir. Ciao.